Bonjour à toutes et tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'inaugurer une série d'entretiens avec les grandes figures qui ont contribué à construire le champ de la laïcité et la sociologie des religions en France. Et pour ce premier entretien, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui celui qui en est sans doute la figure centrale, Jean Bobéro-Vincent, président d'honneur et professeur honoraire de l'École pratique des hautes études. Vous y avez été aussi titulaire de la chaire d'histoire et de sociologie de la laïcité. C'est vous qui avez fondé ce laboratoire, le GSRL, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de plus de 30 ouvrages traduits dans le monde entier. Vous avez construit la sociologie de la laïcité comme champ scientifique à part entière en France. Et donc avec mon collègue et ami Vincent Genin, nous allons revenir avec vous sur votre itinéraire personnel, militant, intellectuel et institutionnel. Alors peut-être pour commencer, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Vincent sur les origines, sur la formation de votre regard de sociologue et d'historien. Cher Jean, nous aurions une première question à vous poser, mais qui est peut-être, qui peut s'ouvrir, au gré de l'entretien. Dans, vos livres de souvenirs, dans les entretiens que vous avez déjà donnés, mais aussi dans des articles plus anciens, même d'il y a une quarantaine d'années, où vous articulez travail et militance, hein, des questions de réflexivité, de rapport, entre la subjectivité, le chercheur et votre objet, ça vous a toujours beaucoup intéressé. Il y aurait une première question sur, j'allais dire, votre sociologie primaire, hein, là où vous êtes né, où vous avez grandi, dans la région du Limousin, et une espèce de diagonale, comme souvent, c'est le cas en France, où il y a une partie, hors de Paris, il y a une partie qui parfois va à Paris, et vous avez là une espèce de double appartenance entre le Limousin et Paris qui vous est cher, je crois. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure ce lien ou cette dialectique a nourri votre travail, votre sensibilité, vos objets, votre vie jusqu'à maintenant, et peut-être aussi, deuxième diagonale ou tension dont vous avez déjà beaucoup parlé, mais qui évolue encore jusqu'à aujourd'hui peut-être, c'est votre rapport entre, parce que c'était l'objet de votre première chaire à l'École pratique des études, Histoire et sociologie des protestantismes et du protestantisme au départ, le rapport entre, la foi, la religion et le savoir. Donc, est-ce qu'on pourra en savoir plus sur ce rapport géographique et ce rapport, spirituel ou, et de savoir, si vous voulez? Ça fait déjà un ensemble de questions, assez riches. Bon, alors effectivement, moi je suis né dans un petit village du Limousin qui, s'était converti collectivement au protestantisme au 19e siècle, et les habitants de ce village appelaient les curés les Vendéens, ce qui montre bien que pour eux, le catholicisme était lié à l'Ancien Régime, et que la ré ils cherchaient en fait une religion qui soit compatible avec 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme. Il leur a semblé que c'était le cas du protestantisme. Mon enracinement paternel est un enracinement rural, hein. Jusqu'à mon père, c'était des paysans aussi loin que j'ai pu remonter, c'est-à-dire jusqu'à de Louis XIV à mon père. Et mon père a fait le chemin de la méritocratie républicaine en étant, faisant l'école normale de Saint-Cloud, qui était l'école normale destinée justement aux gens d'origine modeste, face à la rue d'Ulm qui était destinée aux gens, qui étaient mieux nés, disons. Et il est devenu prof, d'histoire. Bon, et ma mère, elle, était alsacienne, et elle était fille d'un employé municipal. Donc c'est pareil, elle a fait le même itinéraire, elle est devenue prof de philo, par, la méritocratie républicaine, et en étant à Fontenay-aux-Roses, qui était, pareil, l'école normale de jeunes filles pour les jeunes filles d'origine modeste, alors que Sèvres était l'école normale de jeunes filles pour les filles de la bourgeoisie. Bon. Alors, ce qui est important, c'est à la fois cet enracinement limousin, dans la mesure où j'ai hérité de la maison où je suis né,
et où je suis revenu périodiquement passer l'été en Limousin. J'ai écrit pas mal de mes livres en Limousin, mais donc j'ai gardé des contacts. Pour les gens de mon village, très longtemps, même quand j'avais 50 ans, j'étais le fils de mon père, hein. Il y avait cet aspect de culture traditionnelle qui m'a passionné, d'ancrage, bon. Mais c'est important de savoir que ma mère était alsacienne parce que, le frère de ma mère était ce qu'on appelle un malgré nous, Mmh. en relais de force dans la Wehrmacht. Il a essayé de s'enfuir, mais il a été rattrapé par les Allemands, il a été fusillé. Et moi, une de mes expériences fondatrices, ça a été, le fait qu'il y a eu, quand j'avais 12 ans, le procès à Oradour-sur-Glane. À Oradour-sur-Glane, il y avait beaucoup de malgré nous dans la compagnie allemande de la Wehrmacht qui a assassiné tous les habitants du village, ils les ont mis dans l'église et ils ont brûlé l'église. Et pour ma mère, ça a été une période très difficile parce qu'elle avait un léger accent, elle était née allemande, Mmh. elle avait un léger accent, alsacien, donc dans le village, on l'appelait la Boche, hein. Et elle subissait cette accusation, mais qui était d'autant plus prenante qu'on ne lui disait pas en face, et donc elle ne pouvait pas se défendre alors qu'elle avait son frère qui avait été tué par les Allemands. Bon, et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué, de voir un pan de la réalité mise dans un angle mort, et les gens ne pouvant pas, disons, exprimer cette réalité, hein. Une réalité qui ne pouvait être dite, mais qui, créait, un malaise, qui créait, quelque chose. Évidemment, j'avais beaucoup d'empathie à l'égard de ma mère, et donc je crois que ça a été une expérience importante. Et puis, je suis venu à Paris pour mes études, quand j'avais 18 ans. Et après, donc, j'ai eu ce double, mouvement d'enracinement parisien, dans la capitale. Et alors les années 60 sont des années très riches à ce moment-là. Il y a la nouvelle vague avec Godard, il y a le Mmh. nouveau roman avec Claude Simon, Rob Grillet, Michel Butor, et cetera. Il y a, la déconstruction avec Derrida, il y a tout un environnement intellectuel et philosophique très très effervescent. Et puis, il y a, pour la décennie 60, c'est aussi la décennie qui va de la fin de la guerre d'Algérie à mai 68. Et l alors moi, quand j'étais lycéen et jeune étudiant, j'avais eu 2 engagements importants. Le premier contre la guerre d'Algérie, en sachant d'ailleurs que pendant un moment, on se demandait si la guerre d'Algérie ne verrait pas ensuite des guerres en Afrique noire et à Madagascar, hein. Donc on était trop jeunes pour, partir en Algérie, mais on pensait que s'il y avait une guerre, en ce qu'on appelait l'Afrique occidentale ou l'Afrique équatoriale française ou à Madagascar, ben là, on était bon pour y aller. Et puis, il y a eu la loi Debré. Alors, ce qu'il faut bien voir, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la laïcité à cette époque, socialement, c'était le refus de subventions publiques à l'école privée. Quand on disait laïcité, les gens comprenaient ça. Vous êtes pour le refus des subventions publiques à l'école privée. Il y avait déjà cette tendance à réduire la laïcité à un problème, mais ce n'était pas du tout le problème qui est posé aujourd'hui avec les vêtements religieux, etc. Donc, ma première militance, finalement, ça a été une militance face à la loi Debré en même temps que contre la guerre d'Algérie. Et quand la guerre d'Algérie a été finie, il y a eu 2 aspects. Le premier aspect, c'est que la classe adulte a été déconsidérée parce que, beaucoup d'adultes nous avaient dit qu'on avait des idées de gosses en pensant que l'Algérie serait indépendante, et cetera, hein. Et ces gens-là, ils ont voté à 90 pour l'indépendance de l'Algérie, donc ils ont retourné leur veste et ils ne se sont pas expliqués. Ils ne se sont pas Mmh. dit: «On s'est trompé pour telle et telle raison et on va en tenir compte», non. Donc la parole des adultes a été complètement déconsidérée. Je pense que c'est un phénomène de génération. Ma génération, si elle a fait mai 68, c'est aussi ça. C'est parce que très jeune, la parole des adultes a été déconsidérée. Et puis pour nous, il n'était pas question de revenir à la normale. La guerre d'Algérie
avait montré, que la société était injuste, qu'il y avait des dominations, et des discriminations et donc il fallait élargir la contestation. Il ne fallait pas rentrer dans le rang sous prétexte que l'Algérie était devenue indépendante, mais il fallait élargir la contestation et donc c'est toutes les mouvements qui finalement ont fabriqué mai 68. Alors moi, j'ai été à l'Union des étudiants communistes, mais qui était en bisbille avec le parti. Mmh. Le parti communiste a réussi à récupérer l'Union des étudiants communistes en 1965-66 par là et donc moi j'ai été à ce moment-là un groupe qui s'appelait, le CRIR et l'ambition était de refaire collectivement pour le XXe siècle ce que Marx avait fait pour le XIXe. Rien que ça. Rien que ça. Donc vous voyez une, contestation globale Mmh. et je pense là quand même que mon enracinement protestant a joué en évitant le dogmatisme. Parce que ce qui a été terrible dans cette époque, c'est que ça a été à la fois très effervescent, mais en se radicalisant, la contestation est elle-même devenue dogmatique, a elle-même créé de nouveaux dogmes. Et moi, je pense que j'ai échappé à ça, et parce que j'échappais à l'étiquette alors on était soit trotskiste, soit anarchiste, soit maoïste et cetera. Les Italiens, Et voilà et moi j'étais le protestant oui. et donc je pouvais être bien avec, les trotskistes, avec les maoïstes, avec les anarmes et cetera. Ça me donnait une certaine distance par rapport à cette, contestation tous azimuts qui existait à l'époque. Et quand vous êtes arrivé à Paris, au fond, est-ce que pour vous, c'était une découverte? Est-ce que vous y étiez déjà allé? Est-ce qu'il y avait un rapport à la ville? Et quand vous vous inscrivez pour vos études en histoire, parce que vous êtes historien au départ avec Ouais. une ouverture disciplinaire qui s'est faite au gré de votre parcours, est-ce que, vous avez le souvenir de, aussi d'une on était bien avant 68, on était quand même quelques années avant, mais il y avait déjà des signes. 68 n'a pas explosé d'un coup, il y a eu des moments, voilà, de préparation, il y a eu un creuset. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment, les mois où vous êtes arrivé là, dans cette ville, avec, des cours, des professeurs, des matières, et des rencontres aussi? Alors ma découverte de Paris est aussi intéressante, au niveau de la laïcité parce que la première fois que je suis venu à Paris, c'est parce que j'avais eu le lycéen le premier prix au concours général et je suis venu recevoir mon prix, qui m'a été d'ailleurs donné par le général de Gaulle, ce qui a été amusant parce qu'il y a des gens qui ont dit: «Tu aurais pas dû lui serrer la main à de Gaulle» et cetera. Bon, c'était pas bon. Mais là où ce que j'en parle parce que bon, d'abord parce que le sujet était un sujet d'histoire religieuse, sur, l'Église catholique et l'Empire. Mmh. Bon, enfin le consulat et l'Empire donc en fait, si j'ai eu le premier prix et je pensais que c'était absolument impossible parce que j'étais ce qu'on appelle gaucher contrarié, mais en fait, Mmh. c'était pire que ça. On me tapait sur la main gauche, pour me faire écrire la main droite, bon et donc je faisais des fautes d'orthographe et donc je pensais que c'était rédhibitoire. Mais en fait, le président alors donc j'ai demandé au président du jury pourquoi j'avais eu ce premier prix malgré mon orthographe déplorable et il m'a dit: «Bah, parce que vous avez montré que, le concordat, n'avait pas réussi à résoudre la situation et qu'il avait fallu inventer la laïcité». Mmh. Donc alors, il faudrait que je relise maintenant ma copie, mais donc déjà, il y a eu ça et puis il y a eu une autre expérience, c'est que j'ai été logé, à l'internat d'Henri IV et là, je suis applaudi par les élèves et là, je ne comprends pas pourquoi et les élèves me disent: «Ah ben oui, parce que tu as battu, un gars qui était persuadé d'avoir le premier prix». Alors, je comprenais pas et c'est là que j'ai appris que dans les grands lycées parisiens, Henri IV, Louis le Grand et cetera, heu, il y avait des cours spécifiques pour préparer les gens au concours général et que donc effectivement les gens pensaient que du coup ils auraient des de très bons résultats et ça a été un choc pour moi
parce que mon père m'avait enseigné l'idée d'une école laïque égalitaire. Mmh. Bon, et que je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Donc j'ai eu très vite ce double rapport à la laïcité, à la fois, la laïcité comme intéressant au niveau à la fois militante et au niveau du savoir, mais en même temps un regard critique sur le fait que, il y avait une idéologie laïque et que cette idéologie laïque, elle correspondait pas forcément à la réalité. Alors ceci dit, après effectivement à Paris, j'ai pu suivre des cours, et de justement de l'école des Annales, comme Le Roi Ladurie et cetera. J'ai suivi des cours de Ricoeur, j'ai suivi des cours aussi de Marou, au niveau du christianisme antique et cetera. Je me suis formé, c'était une époque où il y avait pas le contrôle continu, donc on travaillait comme des durs, comme des dingues, les 15 jours précédant l'examen et le reste du temps, on faisait ce qui nous plaisait. Donc on butinait, dans diverses, bon et c'était un milieu, très passionnant au niveau intellectuel. Moi, vraiment, je crois que ma formation s'est faite dans les années 60 et après donc quand j'ai construit mon, Histoire des seuils de laïcisation, c'est sans doute à partir du background intellectuel que j'avais glané dans les années 60 où donc il y avait à la fois la contestation de la société établie, mais en même temps une effervescence, enfin, la contestation de la société était liée à de nouveaux savoirs. Donc il n'y avait pas une opposition entre militance et acquisition du savoir. Ah bah, alors justement, moi j'ai exactement des questions qui vont dans ce sens-là. J'aimerais qu'on y reste un peu parce que ça ouvre pour moi des réflexions tout à fait intéressantes sur le rap une réflexion épistémologique sur la question du sur le rapport engagement-recherche que vous sembliez, prendre pour acquis votre génération finalement et qui au vu du contexte dans lequel nous sommes, qui paraît un peu, disons, un peu plus étrange. Alors justement sur cet engagement, donc vous en avez un peu parlé, vous avez eu un engagement très fort dans les mouvements anticapitalistes, communistes, pro-palestiniens Oui. aussi. Au fond, derrière votre propre itinéraire militant, on voit se dessiner l'itinéraire de toute une génération, pour qui l'engagement avait quelque chose de l'ordre de l'évidence morale. Alors comment vous décririez ça, ce contexte-là, où il était quasiment, en tout cas, il n'était pas curieux d'être à la fois, militant, engagé dans des mouvements, politiques et à la fois faire de la recherche? Comment vous conciliez ça à cette époque-là, votre génération? Et alors, bon, encore une fois, mais je vais pas y passer vite puisque j'en ai déjà parlé, Mmh. la guerre d'Algérie obligeait, les gens à prendre position. C'était pas possible de rester indifférent face à la guerre d'Algérie. Soit, certains défendaient l'Algérie française et cetera, soit les autres, défendaient Mmh. l'indépendance. Alors d'abord l'autonomie, puis après l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu une évolution, bon. Mais donc au point de départ, il y avait cet aspect Mmh. existentiel où, la France était tellement impliquée que c'était difficile de se mettre, hors jeu. Bon. Mais, ensuite, ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement les engagements, heu, étaient comment construire une nouvelle société? Mmh. Et finalement, on renversait un peu la dialectique de Marx. Mmh. Marx avait dit, «Il faut cesser d'interpréter le monde, il faut le Mmh. transformer» et nous, on se disait que pour le transformer, il fallait le réinterpréter, puisque justement, on finalement, le seul parti avec qui on avait eu des accointances au moment de la guerre d'Algérie, c'était le parti communiste, puisque le parti socialiste avait complètement failli. Mais ce parti communiste, on l'estimait englué dans un marxisme, qui n'était plus opératoire pour le 21e siècle. C'est pour ça que l'Union des étudiants communistes était tout à fait Mmh. contestataire par rapport au parti communiste et donc il fallait Mmh. réinterpréter le monde
Et c'est pour ça que, effectivement, il ne semblait pas avoir de dissensus profond entre l'engagement et la militance. Alors moi, justement, dans ma réflexion après, je vais essayer de réfléchir où le engagement et militance coordonnent et où engagement et militance se différencient. Mais j'en suis pas encore là, véritablement dans les années 60. Parce qu'au bout du compte, on pense à ce moment-là que, l'objectivité est bourgeoise. Bon. Alors, pourquoi j'ai eu cet engagement pro-palestinien? Pour 2 raisons. D'abord le premier, paradoxalement, c'est que, au départ, je suis pro-juif, pro-israélien et je confonds le judaïsme et le sionisme, hein. Et je suis d'ailleurs, parce que j'ai eu aussi une bourse Zelidja, c'était des bourses qui étaient données à des jeunes pour, découvrir un peu le monde et je suis allé en Israël par cette bourse Zelidja. Bon. Et bon, c'est la guerre des 6 jours en 1967 qui m'a fait changer d'avis. C'est-à-dire que, Israël s'est posé en victime, mais en fait, on a bien vu que c'était un État fort et c'était un État expansionniste. Bon. Et la seconde raison, c'est que finalement, mai 68 a été aussi un peu une routinisation de du projet révolutionnaire, hein. Des finalement, on avait ramé, disons, pour préparer, un changement révolutionnaire. Donc mai 68 était un peu l'accomplissement de notre vœu, mais en même temps, on voyait des gens qui nous avaient crossés, et qui tout à coup, criaient, «Il faut jouir sans entrave» et cetera. Et là encore, c'était un peu comme les gens qui avaient voté pour l'indépendance de l'Algérie en 62. En 68, on s'est dit: «C'est pas possible». Enfin, il y a des gens qui tournent leur veste et qui deviennent révolutionnaires alors qu'ils l'étaient pas, la veille. Bon, donc il a fallu réfléchir à, quelque chose de plus solide et la Palestine a été le problème qui a divisé mai 68. Et moi, j'ai pris contact à ce moment-là avec des gens d'un groupe qui s'appelait Vive la Révolution, donc qui était pro-palestinien, et puis avec un autre groupe qui était un groupe de juifs antisionistes. Donc pour moi, il y avait une continuité puisque, je côtoyais ces juifs antisionistes et en même temps, il y avait une autre continuité qui était que Vive la Révolution était à la fois pro-palestinien et en même temps opposé aux maoïstes orthodoxes, hein, puisque, le groupe maoïste orthodoxe s'appelait la Gauche prolétarienne et eux, ils étaient vraiment dans un marxisme, heu, assez rigide, et assez dogmatique. Bon. Donc, là et mon premier livre d'ailleurs s'appelait «Le tort d'exister des Juifs aux Palestiniens» et malheureusement, quand on voit l'actualité d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un problème récurrent, mais qui existait dès ce moment-là, après la guerre des 6 jours et l'occupation de territoires, palestiniens par Israël et puis la montée de l'OLP, c'est-à-dire l'autonomisation des Palestiniens à l'égard des pays arabes. Ça a été aussi très, très, très important de voir ça. Donc mon problème, c'est est-ce que l'objectivité est bourgeoise? Bon, si l'objectivité est bourgeoise, pas de carrière universitaire pensable. Bon. Et en fait, la personne qui m'a permis de résoudre ce dilemme un peu impossible, ça a été Maxime Rodinson. Maxime Rodinson, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un islamologue éminent, professeur à l'École pratique des hautes études, à la 4e section et lui-même était de culture juive et il avait fait un article dans Les Temps modernes, qui tranchait avec, la ligne des Temps modernes qui était pro-israélienne, qui s'appelait «Israël fait colonial», où il expliquait qu'Israël était un fait colonial, que c'était pas, quelque chose de, disons qu'il fallait traiter de manière moraliste. Quand la colonisation sioniste s'était faite au moment où les pays européens colonisaient à tout va. Bon, donc c'était une variable de cette colonisation, que ça avait été une colonie de peuplement et qu'évidemment maintenant, ça faisait un problème important puisque
il y avait une dualité, une ambivalence de l'État d'Israël et qui continue, depuis. C'était à la fois un État refuge pour les Juifs après la Seconde Guerre mondiale et ce drame absolu qu'est la Shoah et puis en même temps, le fruit d'une colonisation, comme il y avait des colonisations, dans beaucoup d'autres, pays, faits par l'Europe au moment où il dominait. Maxime Rodinson était indiscutable au niveau de la militance et en même temps, c'était un universitaire et il m'a expliqué que non, l'objectivation alors l'objectivation, on va dire plus que l'objectivité, n'était pas bourgeoise, parce que le bourgeois, il savait tout sur tout, justement. Le bourgeois, c'était quelqu'un de péremptoire qui, par le fait de ça, d'être bien né, disons, estimait et pour moi, ça avait des résonances puisque justement, les gens qui avaient tourné leur veste en votant l'indépendance d'Algérie après avoir été Algérie française, les gens qui s'étaient dits révolutionnaires en mai 68 alors qu'ils crossaient des gens comme nous, un peu avant. Effectivement, c'était l'archétype des bourgeois qui étaient péremptoires. Bon. L'historien, le sociologue, était lui un artisan qui, travaillait beaucoup, qui labourait, son sujet d'étude, si on peut dire et le travaillant, le retravaillant et donc cherchant, à trouver des choses, même qui ne lui plaisaient pas au départ et qui n'étaient pas ce qu'il cherchait au départ. Bon. Et donc c'est là où, j'ai compris alors en même temps, c'est le moment de la redécouverte de Max Weber où les écrits de Max Weber sont traduits en français, que, heu, il y a ce rapport dialectique entre militance et recherche. Bon, heu, et tout le problème est justement, ce que Max Weber appelle la neutralité axiologique. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui tirent, la neutralité axiologique vers le fait de ne pas prendre de position clivante, hein. Comme si le fait de ne pas prendre de position clivante garantissait l'objectivité. Bon. Mais c'est pas quand on lit Weber, c'est pas du tout ça, puisque, au moment où Weber exerce son professorat, il y a un professeur qui est vidé d'une faculté de droit parce qu'il est anarchiste et qui nie la validité du droit. Et que Weber prend position pour ce professeur en disant qu'en niant la validité du droit, il a un point de vue qui peut permettre de voir des choses que ne voient pas les gens qui considèrent que le droit, c'est quelque chose d'évident. C'est un allant de soi, comme diront Peter Berger et Max Luckmann après. Bon. Mais, dit-il, là où, évidemment, ce qu'on peut demander à l'anarchiste, c'est d'affronter ce qu'il appelle les faits dérangeants, c'est-à-dire de ne pas avoir des œillères de militants et de ne pas croire être dans le camp du bien contre un axe du mal. Bon. Et quand il y a des faits qui contredisent son opinion convictionnelle, de les affronter et de ne pas, les mettre dans un angle mort, sous prétexte que ça lui déplaît, que c'est désagréable pour son idéologie. Bon. Donc pour moi, il y a vraiment effectivement, une valse en 2 temps, si on peut dire. Le premier temps où si on est trop intégré dans la société, si on est au milieu de cette société, on partage les évidences sociales, on partage donc ce que Berger et Luckmann appellent les allants de soi et on ne peut pas faire de la recherche sérieuse parce que justement la recherche sérieuse, c'est d'abord percer ces évidences, percer ces allants de soi. Bon. Mais dans un second temps, évidemment, il faut accepter que, la recherche vous mène là où vous ne comptiez pas aller forcément au départ et dans des horizons qui sont au départ insoupçonnés. Mais sinon, ça ne vaudrait pas le coup de travailler autant, que le font les chercheurs. Sinon, on n'aurait pas besoin de mettre 5 ans à faire une thèse, on le ferait en 3 semaines. Bon. Voire plus, ouais. Alors, Vincent va aborder tout de suite les questions de votre insertion concrète, dans le champ institutionnel, comment vous avez construit le champ de la laïcité. Mais j'aimerais juste une dernière question sur ce rapport objectivité-engagement. C'est, est-ce que malgré tout, maintenant, avec le recul, comparé aux chercheurs contemporains, vous avez parlé du concept de neutralité axiologique
qui a beaucoup servi. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que ce concept a aussi beaucoup servi à une position précisément de retrait de l'engagement politique au sein du champ de la recherche? Est-ce que malgré tout, vous voyez pas, est-ce que ça vous semble pas être une perte, cette dépolitisation du champ universitaire comparé à celui que vous avez connu, à ce moment-là? Donc vraiment votre regard sur l'évolution du champ là universitaire dans son rapport à la politique. Bah, alors moi, ce qui me enfin, ce qui m'inquiète, c'est que finalement, il me semble que, la liberté de l'universitaire, et notamment au niveau des sciences sociales, c'est restreinte. Bon, et c'est restreinte pour un certain nombre de problèmes. Bon, alors, bon, si on prend le fait d'éditer un livre, parce que contrairement à celui qui est chimiste ou mathématicien, et cetera, le chercheur en sciences sociales, il doit publier. Bon, il doit publier et moi, quand j'ai commencé, il y avait une sorte de vase communicant. C'est-à-dire qu'un éditeur éditait Marguerite Yourcenar, il gagnait du fric en éditant Marguerite Yourcenar et avec ce fric, il publiait 3 livres de sciences humaines qui étaient déficitaires, qui n'étaient pas très rentables, mais bon, et qui bénéficiaient d'un réinvestissement, disons, de l'argent gagné. Et comme ça, il lançait des gens, des jeunes chercheurs, des gens qui n'étaient pas connus. Et disons, il faisait aussi un investissement à long terme. Il pariait que ces gens-là, plus tard, seraient lus et seraient toujours des gens édités par sa maison d'édition. Bon. Donc moi, j'étais encore dans cette période-là et j'en ai bénéficié pour mes premiers livres. Bon. Maintenant, les choses ont changé et je ne parle même pas du fait que justement des gens comme Bolloré, et cetera, captent une grande partie de la maison d'édition. C'est un problème évidemment supplémentaire qui s'ajoute à ça. Mais même, disons, parlant des éditeurs qui n'ont pas cette idée d'extrême droite, euh, pour un éditeur moyen, tout livre doit être rentable. Tout livre doit être rentable dans une situation où le prix du papier a beaucoup augmenté, où le nombre de livres, disons, prêts à jeter s'est multiplié, hein, et où donc l'exposition des livres dans les librairies est plus difficile et plus courte. Bon. Donc moi, ma perplexité et mon inquiétude, c'est comment justement des jeunes chercheurs peuvent arriver à publier, à se faire un nom dans une situation qui est plus difficile, qui est nettement plus difficile que celle que j'ai connue quand j'étais jeune chercheur. Bon, alors, bon, moi j'ai essayé de résoudre le problème des fois en faisant des livres co-signés avec j'en ai fait, j'ai co-signé un livre avec Valentine Zuber, j'ai co-signé un livre avec Séverine Mathieu quand elles étaient jeunes chercheuses. Bon, maintenant elles sont profs à l'EPHE elles-mêmes. Bon, mais j'ai essayé de faire ça, disons, de lancer. Et puis, bon, je me suis aperçu aussi que il y avait beaucoup d'universitaires qui faisaient des livres à partir du travail que faisaient les gens qui faisaient à l'époque des maîtrises ou des thèses, etc., et qui exploitaient ce truc. Bon, ils en faisaient une synthèse personnelle et ils travaillaient. Je ne dis pas que c'était des faussaires, mais ils avaient tendance à ne pas citer ou à ne pas assez indiquer le fait que la matière première était en partie fournie par leurs étudiants. Bon. Et bon, je vais essayer, j'espère que j'y suis arrivé, mais on n'est jamais sûr. Bon, j'ai essayé de ne pas être dans cette pratique-là, c'est-à-dire que j'ai observé un peu la pratique mandarinale pour essayer de ne pas trop ressembler aux mandarins de l'époque. Mais les conditions objectives de percer pour les chercheurs d'aujourd'hui sont très difficiles. Et puis, alors, aussi autre de mes inquiétudes, c'est que moi, j'ai vécu une époque où le nombre d'étudiants explosait. Donc, il y avait des nouvelles universités qui se créaient, des postes, etc. Je ne dis pas que c'était facile. Bon, mais on était dans cette dynamique. Là, maintenant, les baby boom est fini, et donc le nombre d'étudiants va diminuer, et donc le nombre de postes, va être encore plus difficile. Bon, do
Alors moi, j'ai constaté cette évolution d'ailleurs tout au long de ma carrière et bon, j'ai essayé dans la mesure des moyens aussi de considérer que le devoir d'un prof était essayer de trouver des postes pour ses étudiants. Mais c'est vraiment une, réelle difficulté. Le nombre de candidats pour un poste est hors de proportion. Moi, quand j'ai eu mon premier poste, collaborateur technique, c'était un poste qui n'était pas du tout prestigieux, mais c'était entrer dans la recherche et c'est ça le plus difficile. Bon, il y avait 6 candidats. Maintenant, il y en a 50. Bon, donc on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Oui, eh bien, cher Jean, en écho à ce que vous venez de dire, j'aimerais bien revenir avec vous sur, au fond, toute cette époque, années 60, années 70, où en fait, d'une part, il y a du travail, il y a de l'écriture, il y a la militance dont, on a parlé et puis il y a l'institution ou les institutions et j'aimerais bien qu'on en parle si vous le voulez bien. Au fond, bah, dès 1962, vous commencez à fréquenter l'école pratique de hautes études. Ouais. Dans les années 70, vous allez commencer à y travailler. Vous êtes élu en 78 sur une chaire d'histoire et de sociologie du protestantisme, qui était celle de Daniel Robert, qui a été Ouais, votre patron. ouais. Peut-être on peut en parler un peu du rôle de cet homme et d'autres peut-être dans votre travail et dans votre rapport à l'institution. Et comment est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous avez vécu en travaillant, en écrivant, hein, quelle place ça prend au milieu de la militance notamment? Vous écrivez des articles sur l'antiprotestantisme au début des années 70 déjà. À côté de ça, des livres plus militants, plus engagés que, vous payez peut-être parfois aussi dans votre travail, hein. C'est Mmh. toute un dialogue. Quel souvenir vous avez de ces années assez chargées et dans le rapport à l'institution et au travail? Alors, les années 70 sont des années aussi de reflux de la contestation, hein. Moi, je me souviens de manifestations où il y avait plus de policiers que de manifestants. Bon, donc c'est l'année c'est les ce sont les c'est la décennie où justement il faut faire le deuil de la révolution. Heu, on va pas changer, globalement la société, bon. Soit, pour certains, c'est le retrait complet hors de la politique, soit pour d'autres comme moi, on devient, disons, plus social-démocrate. Mais social-démocrate au vrai sens du terme, c'est-à-dire, ce qui à mon avis n'est pas le cas du parti socialiste actuellement. C'est-à-dire que, l OK, le capitalisme va pas être détruit, hein, mais il faut vraiment le rééquilibrer par, un État et même au-delà de l'État, je dirais une république avec, tout le maillage des collectivités territoriales, des collectivités locales et cetera, qui soit capable de faire qu'il y ait une autre logique que celle du marché qui contrebalance, le fait que le marché, bah, c'est le profit, et donc c'est la domination et donc c'est pas l'humain. Bon, donc il y a à la fois ce désenchantement politique, mais ce réinvestissement dans des combats, disons, qui semblent plus gagnables, qui va aboutir finalement à 80, à l'alternance en 1981. Et puis, du coup, cet investissement sur le fait que, bah, ce qu'on avait pensé qu'il fallait réinterpréter la société pour pouvoir la transformer, ça va bien au-delà même de ce qu'on estimait et qu'il faut vraiment s'engager dans un travail de recherche, sérieux. Moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu cette chaire d'histoire et sociologie du protestantisme, mais au à ce moment-là, je construisais ma théorie des seuils de laïcisation. Mmh. Le 1er exposé de cette théorie, c'est au début des années 80. Mmh. Donc alors, comment elle s'est instaurée? Finalement, moi, ma thèse de doctorat d'État, puisque à l'époque, on avait 2 thèses, hein. Une thèse de doctorat, ce qu'on appelait 3e cycle, Mmh. que j'avais fait sur les problèmes de liberté religieuse au 19e siècle. Donc déjà, Les non concordataires, les protestants non protestants. concordataires et qui étaient tolérés, ou pas tolérés suivant la conjoncture sociopolitique. Bon, et puis donc ma thèse de doctorat d'État portant sur le protestantisme et la laïcisation de la société française.
Et là, je m'aperçois que, alors si vous voulez, l'idée, c'est qu'on est, jusqu'à présent, on étudiait le protestantisme en étudiant, les différences entre les 2 courants protestants, le courant évangélique et le courant libéral et donc les querelles entre ces 2 Mmh. courants et cetera. Et moi, j'ai eu l'idée de dire: «Mais si au lieu d'envisager le protestantisme sur le plan de ses luttes internes, on envisageait le protestantisme dans son rapport à la société globale». Et donc le titre de ma thèse de doctorat d'État était «Le protestantisme et la laïcisation de la société française». Et c'est là que, j'ai eu 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y avait pas, d'analyse du processus de laïcisation, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, faire des recherches sur le protestantisme en m'adossant sur, un savoir acquis concernant le processus de Mmh. laïcisation. Donc il fallait moi-même que je travaille sur ce processus. Et puis la deuxième difficulté, c'est que trouvant que les historiens du contemporain, n'avaient pas, à mon avis, de cadre théorique, bien formalisé, si vous voulez, il n'y avait pas le correspondant au niveau de l'histoire contemporaine de la théorisation des annales au niveau de Mmh. l'histoire, médiévale et moderne. Bon, donc insatisfait du côté des historiens, je suis allé voir du côté des sociologues et c'est là que j'ai incorporé d'ailleurs le groupe de sociologie des religions, Mmh. bon. Et je me suis trouvé au niveau de la sociologie face à ce qu'on appelle le paradigme de la sécularisation. C'est-à-dire que l'idée qu'il y avait un processus de sécularisation, alors dont, heu, c'était difficile de dater la naissance, mais disons qui avait vraiment émergé avec les Lumières Mmh. et qui s'accélérait par le fait que la rationalité instrumentale, marginalisait beaucoup la rationalité en valeurs et qu'on était à l'époque donc de la décolonisation et que les pays nouvellement indépendants, ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, adoptaient soit le système capitaliste, soit le système communiste, mais 2 systèmes qui étaient de fait sécularisés. Bon, système communiste avec, un antithéisme d'État, mais le système capitaliste avec une tolérance à l'égard de la religion, mais de plus en plus les secteurs sociaux, régis selon la rationalité instrumentale. Bon. Mmh. Et donc, ce paradigme de la sécularisation, bon, il était intéressant, mais en même temps, il tendait vers la monocausalité et puis, il n'était pas aussi idéologiquement neutre. C'est-à-dire qu'il voulait se dégager d'une vision endogène de la religion, mais en même temps, il était lié aux théories de la libération en Amérique latine, aux Mmh. théologies de la mort de Dieu, aux courants justement très libéraux et cetera. Donc, il me semblait C'est un à la concept fois peu weberien, oui, dans un sens. pardon? C'est peu weberien comme Oui, concept. voilà, Monocausalité, voilà, monocolalité et finalement, chez Weber, Weber parle des baptistes et des anabaptistes du XVIe et du XVIIe siècle. Alors c'est une note, une grande note de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, mais où il parle des gens qui ont lutté pour la séparation des églises et de l'État pour des motifs religieux. Mmh. Ça ne marchait pas avec la théorie de la sécularisation, où la sécularisation englobait, disons, la laïcisation. Bon. Et du coup, moi, dans le cadre de cette thèse de doctorat d'État, qui était quand même, liée à ma spécialité qui était l'étude du protestantisme, en fait, j'ai été de plus en plus amené à diriger mes recherches vers l'étude de la laïcité pour elle-même, puisque je ne trouvais pas de cadre théorique qui me plaisait, en autonomisant, disons, le processus de laïcisation et en le voyant comme un processus de régulation politique de la religion et au-delà de la religion, du symbolique, parce que j'avais été assez influencé notamment par Ernst Cassirer, hein, qui insiste sur le fait que l'être humain accède au monde via le symbolique et via des structures symboliques. Bon. Et donc, ce processus de sécularisation, qui pouvait, tout en ayant des interconnexions hein, sur le plan empirique, sur le plan socio-historique, mais qu'on pouvait distinguer à un niveau de type idéal, de la Mmh. méthode wébérienne des types idéaux,
Donc on pouvait distinguer du processus de sécularisation qui, à ce moment-là, devenait plus justement, l'effet de la dynamique sociale, plus que des politiques publiques et qu'on pouvait d'ailleurs remonter plus loin. L'exemple de l'horloge, par exemple. Le temps est rythmé, avant l'invention de l'horloge par, les cloches. Mmh. Bon et puis l'invention de l'horloge crée une possibilité d'appréhender le temps et les heures du jour très concrètement, en dehors justement de ce cadre religieux de l'horloge. Bon et c'est pas du tout lié à une volonté de laïcisation. Mmh. Ouais, Ça ouais. n'a rien à voir. Bon, inversement, justement, Weber dans sa note fait allusion à Roger Williams, Mmh. fondateur du Rhode Island. Le Rhode Island est un État laïque séparant les églises et l'État. Le clergé n'est plus, payé par l'État, et chacun est libre d'aller à l'église qu'il veut, voire même d'aller à aucune église, Mmh. hein. C'est bon et c'est et Roger Williams, c'est un baptiste qui est persuadé que ceux qui ne sont pas baptistes iront en enfer, Mmh. hein. Donc c'est pas du tout un libéral, c'est pas du tout un précurseur des Lumières, c'est au contraire un évangélique bon teint. On est au XVIIe siècle, On là. est au XVIIe Voilà. siècle, voilà et mais pour lui, disons, ç ça sert à rien de contraindre les gens à devenir baptistes parce que s'ils deviennent baptistes parce qu'on les contraint à l'être, ils n'ont pas la véritable foi Mmh mh. Mmh. et donc la seule chance qu'ils soient sauvés, c'est qu'ils découvrent par eux-mêmes la vérité Mmh. et donc il relie la liberté de conscience à son exclusivisme religieux et ça contredisait toute la manière dont les théoriciens de la sécularisation voyaient les choses puisque une doctrine exclusiviste pouvait, être en affinité avec, une séparation des églises et de l'État et une acceptation même de l'indifférence en matière de religion, il n'y a pas de l'athéisme parce que ça serait un peu anachronique. Bon, Mmh. donc tout ça a fait que, je me suis dit qu'il y avait ces 2 idéotypes qu'il fallait séparer au niveau, théorique, quitte après à étudier comment, ils étaient en interrelation, comment ils se différenciaient ou ils s'interpénétraient. Mais, on peut dire que, des pays, qui ont été très sécularisés, n'ont été laïques que, récemment. Par exemple, si on prend les pays scandinaves, la D'accord. Suède, a séparé les églises et l'État en 2000, la Norvège l'a séparé en 2012, le Danemark a toujours une église d'État et c'est pourtant des pays très très sécularisés. Bon, Mmh. inversement, il y a des pays, donc le Rhode Island, au XVIIe siècle, pays laïque, enfin colonie anglaise laïque, mais avec une charte, autonome et cetera, et pas du tout sécularisé. Bon, mais alors, ça a été très difficile évidemment à à À à faire à passer. faire passer dans la communauté scientifique et moi je me rappelle d'un colloque où un sociologue, suisse, parle de la grandiose théorie de la sécularisation et de la petite théorie de la laïcisation. Il me cite pas, mais enfin c'est directement, À l'époque, il y avait le livre de David Martin, je crois, oui. qui vous avait, beaucoup intéressé. Alors le livre de oui, En parce que 78 sur il complexifiait les ouais, choses. ouais. Par contre, j'ai essayé à un colloque de convaincre Peter Berger à m'évier et ça a été l'échec le plus total évidemment. Est-ce que vous diriez qu'avec le concept de laïcisation, sur l'idée de laïcisation plutôt des institutions et de sécularisation au sein de la société, pour leur dire très largement, vous avez aussi, hem, répondu à un désir de réinjecter aussi du politique dans l'analyse du religieux et de son rapport à l'État, à une époque où la sociologie des religions et parfois l'histoire religieuse étaient parfois critiquées, notamment par Pierre Bourdieu dans les années 80 pour être une affaire de gens qui règlent des comptes avec leurs croyances, et cetera. Et que est-ce que vous vouliez être un peu en dehors de ça et d'avoir un peu de distance par rapport à l'objet aussi Oui.
Alors, heu, oui, alors dans c'est pas que je dans voulais, ce c'est climat? qu'en fait mon itinéraire me poussait à Mmh. être dans cette posture. C'est-à-dire que comme protestant, j'avais pas de contact. Alors j'ai eu, disons une foi qui a été, en zigzag. Mmh. C'est-à-dire que j'ai été agnostique pendant, un certain nombre d'années et puis en 1975, je suis redevenu, protestant de conviction, disons. Mais, ce qui s'est passé et ce qui était très intéressant, c'est qu'on voit quand on voit la Troisième République, c'est pareil pour les protestants. Disons les protestants qui perdent leur foi n'ont pas de compte à régler Mmh mh. avec leur Église comme l'ont les catholiques. Mmh mh. Et Mmh. effectivement, au groupe de sociologie des religions, manifestement, il y avait des, catholiques ou des ex-catholiques qui avaient des comptes à régler avec la Donc religion. il y avait Émile Poulain, Oui, Jacques May, De Isambert. Conchy, en était un exemple type. Mmh mh. De Conchy disait que l'Église catholique lui avait volé sa vie. Bon, Mmh. c'est fort comme terme. Bon, Il y avait Michel de Certeau aussi qui ou orbitait parfois dans ce oui, milieu-là, tout à fait. Alors lui, il avait un rapport plus ludique, Mmh mh. disons à la religion. Il était peut-être plus décontracté. Mais, il y avait ça et puis, mon itinéraire effectivement de personnes engagées politiquement faisait qu'effectivement, je ne concevais pas de la sociologie de la religion sans qu'on mette, au 1er plan les rapports religion-politique et le fait que, la religion, change structurellement suivant son statut dans le champ politique. Mmh mh. Bon et donc à ce niveau-là, mon itinéraire propre me rendait un peu spécifique, disons, par rapport à celui de collègues de la génération précédente, vis-à-vis duquel j'avais à la fois de la vénération, mais en même temps où je trouvais qu'il y avait des restes de catholicisme, disons, dans leur interprétation, aussi bien au niveau des sociologues, Heu Mmh. et bon, pour moi, Poula, vis-à-vis duquel j'ai un immense respect, Mmh. mais Poula, quand il envisage la laïcité, c'est encore un peu le pouvoir Mmh. temporel et le pouvoir spirituel. Enfin, il y a une notion l'Église, on ne précise jamais d'ailleurs qu'elle est Oui, catholique, oui, parce oui. qu'il y a une Église, il est pas capable d'intégrer justement le fait que c'est un régime de pluraliste de culte reconnu qui est défait par la loi de 1905 et que la loi de 1905, doit se poser le problème justement des catholiques dissidents, des protestants et cetera. Bon et puis, même, Et pour rappel, Poula avait été excommunié, prêtre voilà, ouvrier, et tout à en fait, 54, donc il avait un tout à fait. Bon, c'est l'époque où le CNRS recrutait largement les défroqués, comme les on disait, de défroqués, l'Église catholique. oui, qui réinvestissaient, Voilà, disons, leur capital, voilà. là, on peut avoir une analyse à Bourdieu Mmh. et puis alors au niveau historien, Il y avait Heu, Jean-Marie il Maillard y avait qui Jean-Marie était Mayer qui était à figure la fois mon centrale. directeur de thèse et pour lequel, là encore, j'ai beaucoup d'estime et qui a comme Poula et c'est des gens qui ont contribué à me Mmh mh. former, Mmh mh, vis-à-vis mmh. duquel j'ai une dette, intellectuelle, ça et je la reconnais sans problème. Mais en même temps, j'estimais il y avait un dernier verrou que alors Mayer avait rompu, disons, avec une histoire victimaire de la séparation des églises et de l'État, hein, où le catholicisme s'estimait persécuté, par la loi de séparation et cetera. Il avait rompu avec ça, mais il restait un dernier point sur lequel il n'avait pas réussi, à mon avis, à rompre, c'est le fait que Pidis ait refusé la loi Ouais. et il tentait quand même de sauver la légitimité de ce refus, quoi. Mmh. Et il prétendait à mon avis, là, il se plante complètement et je crois j'espère l'avoir démontré, et il prétendait que l'intransigeance de Pidis avait forcé la loi à être appliquée libéralement et qu'il n'était pas sûr qu'elle aurait été appliquée libéralement s'il n'avait pas fait ce refus. Bon, alors l'histoire contrefactuelle, moi j'aime beaucoup, si, c'est quelque chose de tout à fait, heuristique Mmh. pour trouver, des choses en histoire, Ce qui aurait mais pu ne pas se passer, voilà. hein. Ce What que if history, comme on dit en bon, anglais. mais dans le cas présent, pour moi, tout était joué au moment de l'interdiction du pape. C'est-à-dire que,
la le règlement administratif avait confirmé le libéralisme de la loi. Les évêques s'étaient réunis, ils avaient accepté des associations qu'ils appelaient canonico-légales, c'est-à-dire à la fois fidèles à la loi et fidèles au droit canon. Et puis on passait à autre chose, en juillet 1900. Alors les élections législatives qui étaient un véritable référendum sur la séparation avaient et que la droite pensait gagner justement parce qu'elle voyait la séparation comme la suite de Combes. Elle avait été battue parce que les gens avaient bien compris que la séparation permettait de pratiquer tranquillement le catholicisme. Donc l'affaire a été pliée et il n'y avait absolument pas besoin du refus de Pie X qui s'est passé donc en août 1906 pour que cette application soit libérale. Donc voilà, donc ma situation personnelle, à la fois de protestant et de personne engagée politiquement, m'a mis un peu dans une position de franc-tireur par Mmh. rapport au groupe de sociologie des religions et par rapport à ce qu'on appelait l'école de Créteil qu'avait fondée Jean-Marie Mayer. Peut-être un petit point là-dessus encore, c'est-à-dire que on voit, qu'à partir des années 82-83, 1982-83, à l'école pratique de hautes études, au sein de votre séminaire, toujours sur le protestantisme, puisque ça sera le cas jusqu'en 91, si je ne me trompe Oui, pas, oui, 90, 90, oui. on voit que les thématiques que vous abordez, sont de plus en plus consacrées à la laïcité. Notamment, il y avait, un séminaire en 81 sur femmes et laïcisation, je crois, Ouais. qui était assez, avant-gardiste, neuf à l'époque, et on voit aussi que vous avez beaucoup, d'auditeurs et d'auditrices. On J'avais regardé, on est à 50, environ, ce qui est quand même pas mal. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot à la fois de ce passage à l'objet laïcité peu à peu qui entre, si j'ose dire, dans votre séminaire, de plus en plus forte, parce que c'est aussi votre laboratoire d'idées et de réflexion, en avant. Les auditeurs et les auditrices ou les élèves, jeunes chercheurs, et de souligner aussi à quel point, vous en avez dit un mot, ça a toujours été pour vous un devoir que, d'aider les plus jeunes ou les chercheurs à avoir une place Mmh. aussi dans ce métier. Mais aussi, aux auditeurs à avoir, j'ai envie de dire, pleine place dans votre séminaire. Comment vous conceviez ça, finalement, Oui, alors, durant ces années? effectivement, moi, la formule, séminaire hautes études m'a beaucoup plu parce que, il y a un apport des gens qui viennent, que ça soit, des auditeurs, des doctorants, bon, et donc, ça à la fois, il y a un apport où ils peuvent vous apporter des choses. Ils se sont précipités sur le dernier livre paru que vous n'avez pas lu encore. Bon, et puis, en même temps, leurs questions et cetera vous obligent, si vous voulez, il y a des fois où moi je leur disais: «Bon, ben, là, vous posez une question intéressante, je vais vous répondre, ce que je peux vous dire maintenant, mais ça me satisfait pas, mais le séminaire de la semaine prochaine, la On en réponse sera parlera. meilleure parce que je vais travailler Ouais. d'ici la semaine prochaine. Bon, donc cette formule où, on est spécialisé sur un sujet, où chaque année on doit traiter un sujet nouveau, et où il y a cet échange avec les auditeurs et les étudiantes et les étudiants, me plaisait beaucoup. Mais ce qu'il faut voir, c'est que je passe du protestantisme à la laïcité, je dirais parce que, il y a des liens. C'est-à-dire que pour prendre le féminisme français, de la fin du Mmh. 19e et du début du 20e, bah, dans le féminisme français, il y a le modèle des pays protestants, Mmh. avec les suffragettes, avec le féminisme protestant américain, avec le fait que Des des femmes comme Kergomar, et voilà, cetera. Oui. exactement. Mmh. Donc si vous voulez, le fait de passer sur féminisme et laïcisation, heu, c'est pas une, enfin, me sem c'est un glissement, mais c'est Mmh. pas une sortie de mon sujet. Mon Mmh. sujet d'étude, à partir du moment où, j'ai ce qui est décidé, c'est d'étudier les rapports du protestantisme à la société globale, eh bien, progressivement, on passe
la société globale par rapport au protestantisme Mmh. et puis la société globale en tant que telle. Bon et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que, en 1988, je fonde le laboratoire enfin Une pas équipe, la jeune équipe oui, plus la jeune exactement. équipe, ouais. La jeune équipe Histoire et sociologie de la laïcité. On est avant 89 et donc l'affaire du foulard et cetera. La laïcité, c'est encore, l'affaire école publique, école privée, hein, à ce Après moment-là. l'échec de la loi Savary, Après il y a l'échec de eu la loi un Savary, moment. mais dans un mouvement où justement alors, là aussi, je travaille avec la Ligue de l'enseignement. J'ai toujours un engagement militant avec la Ligue de l'enseignement et la Ligue de l'enseignement cherche justement à retrouver une vision plus globale de la laïcité. Mmh. Donc, la Ligue de l'enseignement est intéressée à travailler avec les chercheurs. Donc, on est toujours dans cette dialectique où finalement la militance et la recherche s'interfécondent, disons, l'un l'autre. Et ce laboratoire, donc, il commence à travailler dès avant le tournant qui a été marqué par l'affaire du foulard et son point de enfin, son soubassement théorique, c'est justement cette distinction, sécularisation, laïcisation, dès ce moment-là. Bon, donc voilà, il y a eu ce Mmh. glissement progressif, heu glissement progressif du désir, Désir, robe grillée à nouveau, hein. On y reviendra, mais robe et grillée parce que je vois que oui, mais inéroglié et la création de la chaire, ça a étonné sur la laïcité, ça a étonné beaucoup de gens, mais en fait, mmh. justement, ça, c'est quelque chose qui a sa cohérence Mmh. et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que plein de gens m'ont dit: «Mais vous êtes fous parce que au bout de 2 3 ans, vous allez plus savoir quoi dire». Mmh. Il y a donc ça veut dire qu'il y avait quand même une vision rabougrie de la laïcité, Étroite. étroite, reliée à ce problème, des subventions en public Mmh. des écoles privées où il y avait une défaite laïque Mmh. et donc où la question semblait terminée et donc alors moi je me défendais en disant: «Bah, même si c'est plus un sujet d'actualité, c'est un sujet d'histoire». Vous en parlez dans votre livre de souvenirs, à cette époque-là, de vos échanges, notamment avec Michel Rocard, qui était Premier ministre, de François Mitterrand, pour le meilleur et pour le pire, et qui, heu, avait été attentif à cette affaire, dite de voile islamique, d'octobre 89, qui avait défrayé la chronique. Il y a le Nouvel Observateur avec, les philosophes, Rude Debray, Badinter et cetera qui s'insurgent un peu contre aussi la gestion de l'affaire. On en parle beaucoup et en un sens, Michel Rocard disait aussi à ce moment-là: «Tiens, c'est curieux, cette affaire va trop loin». On a le sentiment qu'il se dit: «Ça devient une polémique qui dépasse, le droit», parce que le Conseil d'État a rapidement eu un avis assez mesuré, sur cette affaire de voile au lycée Gabriel Havez. Et en un sens, est-ce que vous avez le sentiment aussi que le soutien qu'il a pu avoir pour Concret, à l'école pratique d'autres études, une chaire d'histoire et sociologie de la laïcité, à laquelle vous avez candidaté, hein, Oui. il faut le souligner, ça n'a pas été automatique, Non, non, non. loin de là. Hem, Est-ce qu'il y a aussi chez lui et chez vous, à ce moment-là et chez d'autres, le désir que cette affaire qui devient polémique repasse dans le champ un peu du savoir, finalement, et que le fait d'en faire, et c'est toujours un enjeu en 2026, je crois, dans le champ du savoir, que la laïcité peut vraiment avoir une fonction, en termes d'objet d'étude qui aille bien au-delà que l'étroitesse prétendue. Alors, si vous voulez, l'affaire du foulard est très ambivalente parce que d'un côté, la jeune équipe, Histoire et sociologie de la laïcité, a pas le temps de publier, de se visibiliser, de montrer un peu l'intérêt de sa problématique avant que l'actualité la rattrape et Mmh. la court-circuite dans une certaine mesure, puisque, moi la 1re position que j'ai prise dans l'affaire du foulard, c'est dans les temps modernes pour répondre à Catherine Kinsler, parce que Catherine Kinsler avait dit des choses qui étaient fausses sur l'école de Jules Ferry
Et donc c'est une intervention d'historien en disant: «Vous pensez ce que vous voulez, mais vous ne dites pas des choses, vous fondez pas votre Mmh. argumentation sur une représentation de l'école du Jules Ferry qui n'est pas exacte, historiquement». Bon, donc il y a ça, mais en même temps, il y aurait pas eu, il faut pas rêver, il y aurait pas eu de création de chaire Histoire et sociologie de la laïcité s'il n'y avait pas eu l'affaire du foulard, puisque Mmh. c'est le politique qui décide de créer cette chaire, parce qu'il se rend compte que là, il est face à un problème qu'il n'avait pas prévu et pour lequel il ne dispose pas justement de savoir académique. Et la meilleure preuve donc, c'est qu'effectivement Michel Rocard me demande une fiche pour savoir s'il y a eu des précédents Mmh. et je lui dis: «Bon, ben, voilà ce que je peux vous dire comme historien, mais c'est un peu paradoxal que ça soit un historien du protestantisme qui vous dise, le passé de la laïcité et il y a quelque chose qui ne va pas dans l'université française». Bon, donc effectivement, et j'insiste là-dessus parce qu'évidemment il y a eu des calomnies qui ont essayé de faire croire le contraire, sur le fait que je démissionne de ma chaire Histoire et sociologie du protestantisme. J'ai un successeur qui est Jean-Paul Bième, qui d'ailleurs plus tard Mmh. me succédera dans le groupe de sociologie des religions et de la laïcité et je me représente donc à une autre chaire, celle qui vient d'être créée sur la chaire d'histoire et sociologie de la laïcité. Mais alors pour moi, justement, heu, autant enfin il y a un danger, autant la laïcité a été rabougrie à cette histoire de subvention publique à l'enseignement privé, autant maintenant elle risque d'être rabougrie par, les affaires de foulard puisque il y Oui. en va avoir plusieurs et j'ai une double préoccupation. La première préoccupation, c'est effectivement, de donner cette pesanteur historique, cette amplitude sociologique à la laïcité pour qu'elle ne soit pas réduite à un seul problème. Et la seconde préoccupation qui est liée à la première, c'est, d'être en contact avec des pays étrangers. Mmh. Le seul moyen de ne pas être englué dans les polémiques franco-françaises, c'est d'essayer de donner un rayonnement international à cette chaire et c'est là que tout de suite je vais au Japon Mmh. et que, bah, alors, pays polythéiste, pays où, la constitution interdit que de l'argent public soit donné à des écoles privées, Mmh. Ouais. confessionnelles, donc Ouais. qui a par rapport à la loi Debré, bon et cetera et je me heurte là à l'incompréhension de mes collègues des hautes études qui me disent: «Mais ils doivent rien y comprendre» et là je leur dis: «Mais vous vous rendez compte ce que vous dites?» Bon, Oui. et effectivement, ils deviennent tout rouges à ce moment-là et cetera. Mais le réflexe spontané, c'est de croire que la laïcité est franco-française et de la réduire à ces affaires de foulard. Bon et pour moi, c'est une respiration indispensable parce qu'en France, on va me dire: «Est-ce que vous êtes pour ou contre le foulard?» Bon, ce qui est d'ailleurs une manière complètement idiote de poser le problème Mmh. puisqu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre le foulard, mais être pour ou contre son interdiction, à l'école sur le moment et puis après ça va déborder. Alors que si je vais au Japon ou si je vais aux États-Unis ou si je vais dans un autre pays, on m'attend sur des critères historiques, on m'attend sur des critères sociologiques et mon opinion personnelle, ça ne les intéresse pas. Et ce qui les intéresse, c'est de savoir si ce que je dis est sérieux historiquement et sérieux sociologiquement. Bon, donc si vous voulez, la la respiration indispensable pour que cette chaire puisse exister, ça a été de jouer, Mmh. l'international et de passer rapidement de la laïcité aux laïcités au pluriel. Mmh. Et d'ailleurs très tôt, bah, il y avait cette question du Japon, pouvez-vous mettre Dieu en perspective sociologique? Voilà, Je crois que vous avez tout à fait. évoqué mais vous vous rapprochez aussi très vite de vos collègues belges à ce moment-là, Oui, où alors il y a voilà, une espèce d'ouverture, effectivement, il y a internationale. une ouverture avec la Belgique, ce qui permet aussi de délier le concept de laïcité du concept de république et Voilà. ça, c'est important. Moi, j'aimerais, cher Jean, revenir rapidement sur la distinction que vous avez faite, donc opérée entre laïcisation et sécularisation, en passant par ma propre expérience. Alors moi, quand je viens dans le monde de la recherche, donc je m'intéresse en gros aux faits, aux implications théoriques et pratiques de l'implantation durable de l'islam en France et j'essaye de comprendre ce phénomène social-là à travers des concepts qui sont à disposition. Donc je suis un jeune doctorant et cetera et effectivement, ce qui domine malgré tout,
le champ de la sociologie des religions, avec lesquels on essaye de comprendre le phénomène religieux, et notamment des phénomènes religieux comme le phénomène musulman, c'est celui de sécularisation. Et très vite, je vois bien qu'il y a quelque chose de mal taillé dans ce concept, ou en tout cas qui est très taillé à l'histoire européenne, à l'histoire occidentale, ce que beaucoup d'autres sociologues, chercheurs ont montré, hein, que sécularisation est tout à fait ajustée à la dynamique socioculturelle comment dire, européenne, mais peu pour comprendre d'autres réalités culturelles et religieuses. Et à travers votre travail, à travers cette opération de distinguer à la fois le politique et effectivement le socioculturel, ça a été pour moi vraiment lumineux. Enfin, d'un coup, d'un seul, enfin, du coup, j'ai mieux compris l'objet que je voulais saisir. Et donc, sur ce concept-là, est-ce que, selon vous donc, est-ce que cette distinction que vous avez opérée, cette lunette-là de la sécularisation, en quoi vous pouvez revenir peut-être pour ceux qui nous écoutent, en quoi le concept de sécularisation ne nous permet pas de comprendre d'autres traditions culturelles et religieuses que celles européennes? Oui, alors effectivement, le concept de sécularisation a été lié à un moment où, intellectuellement, on pensait encore que l'Europe était un peu le centre du monde. Et que, c'est typique, c'est les pays dits colonisés, enfin qui étaient colonisés, s'affranchissent de la Mmh. colonisation, mais on ne pense pas intellectuellement qu'ils vont s'affranchir du modèle Mmh. socio-culturel, finalement européen, Mmh. occidental et Mmh. cetera. Bon, à ce moment-là, bon, moi personnellement, je suis pas spécialiste de ces Mmh. pays non européens, mais ça me permet, enfin, si vous voulez, déplacer la focale vers la laïcisation, heu déplacer la focale vers finalement le rapport religion, politique, et le fait que, dans beaucoup de cas, religion et politique se légitiment ou s'illégitiment l'un l'autre. Mmh. Que c'est pas t enfin, que le problème du religieux, c'est qu'il existe forcément dans une certaine conjoncture politique, Mmh. et cette conjoncture politique, elle contribue à le façonner, à fixer ses rapports Mmh. internes, Mmh. même, Mmh. ses rapports de force internes, bon, et donc bon, c'est à partir finalement du concept weberien de Mmh. légitimité aussi Mmh. que j'ai travaillé pour montrer qu'il y avait, toute cette épaisseur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, pour moi, c'est pas la religion qui est un phénomène universel, c'est le symbolique, Mmh. et que, il y a des sacralités politiques, il y a du symbolique autre. Bon, d'ailleurs, justement, les pays non occidentaux, des fois, ils contestent le concept même de Mmh. religion, en disant que ce concept de religion, il est plus adapté à une situation européenne occidentale où il y a eu, disons, du religieux Ouais. institutionnalisé, que à, par exemple, la situation indienne où, les effervescences religieuses sont pas Mmh. forcément institutionnalisées, ou le contexte japonais où finalement, on peut, enfin, dans les temples bouddhistes, il y a un sanctuaire shinto, hein, Mmh. et où tout ça, ça s'articule, Mmh. Mmh. selon Mmh. des, d'une manière qui Mmh. est assez hétérogène, et que les Européens ont du mal à comprendre d'ailleurs quand ils vont Bien sur sûr. place. Bon. Donc, à la fois, si vous voulez, moi je ne prétends pas, et on ne peut pas être spécialiste de tout, je ne prétends pas pouvoir parler de pays, non Mmh. occidentaux. Bon, déjà essayer de parler sur l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, Mmh. c'est déjà Mmh. beaucoup. Mais en même temps, je pense que, enfin, j'ai par exemple des gens qui en Inde, au Vietnam et cetera, m'ont dit qu'effectivement cette distinction les avait aidés Évidemment. à penser la situation de Mmh. leur propre pays, Mmh. et j'ai eu, des étudiants, notamment des étudiants asiatiques, et des étudiants africains aussi Mmh. d'ailleurs, dans ce sens. Bon. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la situation, politico-religieuse,
va assez rapidement, à la fin du XXe siècle, changer la donne Mmh. et faire, heu, que, les théories de la sécularisation elles-mêmes, Mmh. elles doivent, se modifier parce Mmh. qu'elles ne correspondent il y a une certaine congruence entre, disons, la conjoncture des années 60 et 70 et les théories de la Mmh. sécularisation. Mmh. Mais à partir des années 80 et des années 90, eh bien, cette conjoncture change. Mmh. Alors, Peter Berger va parler de Ouais. désécularisation. Mais pour moi, heu, Après avoir fait la théorie de l'inverse. Il avait fait la oui, théorie de la c'est sécularisation. ça, il sort pas de, disons, de ce cadre de la Mmh. sécularisation et puis, pour moi, il est trop dépendant Mmh. d'actualité. C'est-à-dire que, heu, la sécularisation peut continuer à exister, heu, avec des mouvements religieux, politico-religieux très forts, justement parce que ces mouvements Mmh. politico-religieux forts luttent contre, Mmh. une sécularisation qui pour eux vient de l'Occident. Mmh. Mmh. Et donc, moi je pense que si vous voulez, si on en fait un concept limité, ce concept de sécularisation, on peut l'appliquer à des conjonctures, très différentes et même, Mmh. non européennes. Mmh. Mais à condition justement d'en faire un concept limité et pas d'en faire un paradigme, explicatif et qui amène une monocausalité. Oui. Alors peut-être pour qu'on on ne sait jamais si certains de nos téléspectateurs n'entendent pas ce qu'on veut dire par sécularisation. Sécularisation, c'est vrai que c'est un concept qui porte en lui l'idée d'une vision un peu téléologique du monde, Oui, de l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, on a postulé pendant très longtemps que le phénomène religieux est un phénomène qui était en déclin, déclin voilà. et qui allait progressivement disparaître. Et donc, et le problème, c'est que c'est un concept qui a été pendant tout un temps confondu aussi avec celui de laïcité. Où Oui, dans les oui, oui. représentations, là, la laïcité voulait impliquer une forme de disparition aussi Et du religieux. était la dimension politique de la sécularisation, Voilà, finalement. c'est ça. Bon, alors que justement, moi, enfin, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est que quand Roger Williams, heu, fonde un État laïque au Rhode Island, il fonde un État laïque pour gérer la pluralité religieuse et culturelle. Puisque, il faut bien voir que Roger Williams, il a un rapport aux Indiens qui est tout à fait spécifique puisqu'il est contre ce qui se passe, à l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on pique leurs terres aux Indiens. Il achète des terres, hein, et il fait une sorte de pacte avec les Indiens pour que les Indiens aient droit de cité, à Mmh, égalité, disons, dans le Rhode mmh, Island. Et donc ça veut dire, évidemment, qu'il accepte ce qu'on appelle le mmh, paganisme à mmh, l'époque, mmh, les païens, bon. mmh, Et donc, il va se poser des problèmes, mais qui va poser justement, aux différentes communautés. C'est-à-dire, bah, les Indiens font des sacrifices mmh. rituels. Bon. Alors, est-ce que ces sacrifices rituels doivent être tolérés au nom de la liberté religieuse ou est-ce qu'on doit considérer que c'est des violences qui sont des délits Mmh. civils? Bon, bah, finalement, on considère que c'est des violences qui sont des délits civils, donc on doit séparer effectivement des Mmh. normes religieuses et la loi civile. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on applique ça également au christianisme, c'est-à-dire qu'il y a des maris qui battent leurs femmes parce qu'elles ne sont pas soumises et ils se recommande la parole de Paul, l'apôtre Paul: «Femmes, soyez Mmh. soumises à vos maris», bon, Mmh. pour dire, ben, la liberté Mmh. religieuse, fait qu'on doit respecter Mmh. bon et qu'il est décidé après beaucoup plus de débats que pour les Indiens, hein. Mmh mh. Il ne faut pas, faire une vision angélique des choses. Mais après beaucoup plus de débats, Mmh. il est décidé que des violences envers les femmes, c'est des délits civils. Mmh. C'est des délits civils Mmh. et donc on voit bien comment, le fait d'avoir une société multireligieuse, multiculturelle, Mmh. multiethnique oblige Mmh. à créer de la Mmh. laïcité, alors même qu'on n'est pas du tout dans une Mmh. situation séculière. Mmh. Et ça, je trouve que ça peut être intéressant aujourd'hui pour les études décoloniales, pour les études Tout à fait, féministes, pour, des visions des choses tout à fait. qui, moi, n'existaient pas quand justement j'ai élaboré ma formation, mais qui après, moi j'ai essayé d'avoir vis-à-vis de ces théories, justement, la méthodologie wébérienne, c'est-à-dire de me dire que en tant que contestation de la société, c'était un apport théorique Mmh. important
et que la seule chose que le chercheur avait à leur demander, c'est de ne pas être dogmatique. Mmh. Et donc, voilà, c'est là où il pouvait être un mauvais compagnon de route, mais en même temps, ça apportait des choses. Et c'est sûr que, par exemple, la vision, décoloniale a permis d'accorder plus d'importance au fait que la loi de 1905 n'a pas été appliquée dans les colonies, et Mmh. spécialement là où l'islam Oui. était important, et que, il y a un effet boomerang, disons aussi, dans cela. Et bon, et de même, les théories féministes m'ont rendu plus attentif au fait qu'en 1905, la virilité était une grande valeur républicaine, Mmh. et que le thème de la femme soumise à la religion est un thème, qui existe, qui est important, en 1905 contre le catholicisme de la part de certains laïcs, et qu'on peut dire qui est recyclé à la fin du XXe siècle face à l'islam. Mmh. On découvre comme ça des cohérences et des continuités, alors même que l'application change, Mmh. qui sont permis par ces nouvelles recherches. Alors, on va revenir un peu maintenant sur votre trajectoire, institutionnelle. Vincent, on en a un peu parlé, mais maintenant j'aimerais qu'on arrive à la fondation du GSRL. Alors comment c'est arrivé? Donc, le GSRL, vous le fondez Groupe Société, Religion et Laïcité, en 1995. Comment cette idée vous parvient? Quel vide institutionnel vient combler cette création? Alors, il y a, si vous voulez, là, il y a une conjoncture un peu anecdotique, mais c'est comme ça, c'est dans la vie. C'est-à-dire que, il y a des tensions au sein du GSR. Il y a le projet d'un nouveau laboratoire qui est porté par la directrice des archives de sciences sociales des religions, qui est Danielle Mmh. Hervieux-Léger. Bon, et il y a des gens qui, et ce nouveau projet, en quelque sorte, elle voudrait y entraîner le groupe de sociologie des Mmh. religions. Et il y a des gens au sein du groupe de sociologie des religions qui ne sont pas d'accord, et ce sont elles, puisque en fait c'est 2 femmes notamment qui sont pas d'accord, qui viennent me chercher pour me dire: «Est-ce que vous reprendriez la partie du GSR, du groupe de sociologie Mmh. des religions, qui ne veut pas aller vers le nouveau laboratoire que crée Daniel Hervieux-Léger?» Et moi, je leur dis: «Je ne suis pas partant pour faire un GSR historique, en quelque sorte, mais je serais partant pour faire un nouveau projet où, on prendrait effectivement les gens du GSR qui ne veulent pas partir vers le nouveau laboratoire, et les gens de la jeune équipe Histoire et Mmh. sociologie de la laïcité, et donc le GSRL deviendrait le GSRL, avec l'ajout, laïcité». Et donc, à ce moment-là, on se heurte à une difficulté, c'est le fait que autant, les historiens, du ministère avaient compris mon projet, jeune équipe Histoire et sociologie de la laïcité, parce que malgré tout, ils comprenaient que l'histoire de la Mmh. laïcité, c'était quelque chose d'important. Autant, on me dit: «Ah mais non, il y a quand même une disproportion terrible entre le R de religion et le L de laïcité, ça tient pas la route». Bon, et tout le problème va être justement de leur montrer que, la laïcité n'est pas que l'actualité qui en Mmh. parle, et que la laïcité n'est pas que française. Bon, et c'est pour ça d'ailleurs que très dès cette époque, au sein du GSRL, on parle de laïcité au singulier et laïcité au pluriel, mais on n'a pas osé mettre laïcité au pluriel dans le titre même du labo, parce qu'on s'est dit que ça ne serait pas compréhensible, parce qu'il fallait être fondé par les instances du Mmh. CNRS. Mmh. Mmh. Il y a un côté tout à Mmh. fait Mmh. institutionnel. Bon. Et quand on est fondé, on n'est pas très crédible, disons. Ça, c'est une sorte de confiance qui m'est accordée, parce que bon, je suis quand même un peu reconnu au niveau Mmh. de mes recherches, et que j'ai lancé cette chaire, quelques années auparavant. Mais, on me dit: «OK, on vous fonde, mais dans 4 ans, quand ça sera le renouvellement, on ne vous fera pas de cadeau. Et il faut vraiment que vous fassiez vos preuves dans les 4 ans qui viennent». Bon, alors
c'était à la fois un peu une épée de Damoclès et en Mmh. même temps, c'était tout à fait Mmh. stimulant intellectuellement puisqu'il fallait qu'on fasse nos preuves dans Mmh. les 4 ans, qui fondaient ça et on l'a fait parce que, assez rapidement, on s'est diversifié. Assez rapidement, il y a des gens qui sont venus, alors soit par exemple Patrice Roland qui est, juriste, donc qui a apporté un apport, sur les différentes, conceptions, rapport église, religion, État Mmh. au niveau juridique. Sur quelqu'un comme, Pierre-Jean Luisard qui travaillait sur Mmh. l'islam et Mmh. cetera et donc évidemment, on a effectivement débordé, le cadre Mmh. européen, tout en continuant ce cadre européen. Puis on a eu rapidement aussi, l'équipe Chine qui nous a rejoints et donc là, on a trouvé un background, Mmh. politico-religieux Mmh. tout à fait différent évidemment du background français et européen. Bon bref, on a réussi à faire nos Mmh. preuves et à Mmh. être renouvelés et le sigle même GSRL donc s'est transformé en groupe Société, Religion, Laïcité, tout au pluriel qui a permis de garder le même sigle et qui a mieux correspondu, disons, au projet qu'avait dès le départ le groupe. Alors, ce qui m'a intéressé en relisant, si vous voulez, pour les 20 ans du GSRL, j'ai fait un peu l'historique des débuts Mmh. du GSRL. Et ce qui m'a intéressé, c'est que on a très vite parlé de la fonction symbolique, Mmh. donc religion et conviction Mmh. refus de considérer, les convictions non religieuses uniquement, sur un plan négatif, comme du non religieux, comme quelque chose qui se définissait Mmh. négativement Mmh. face aux Mmh. religieux, mais comme également, étant du convictionnel à part entière et là, l'exemple belge peut Mmh. être, Mmh. intéressant effectivement, Mmh. mais les textes internationaux, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que les textes internationaux parlent de religion et de conviction et la France, qui se veut un pays laïque par excellence, aura tendance à parler uniquement de religion. Heu et à mon avis, c'est lié à une ambiguïté, c'est lié au fait que, justement, les gens ont une conception globalisante de la laïcité et du coup et de confusion entre Mmh. laïcité Mmh. et Tout à fait, bien sécularisation. sûr. Mmh. Donc la laïcité étant le tout, il ne peut pas avoir une famille, disons, Mmh. convictionnelle, Mmh. humaniste, non religieuse, et cetera. Alors que dans les faits, c'est bien ce qui se passe et la preuve en est que quand on crée un comité national d'éthique pour conseiller le gouvernement en matière de nouvelles, techniques de bioéthique, eh bien, on met des représentants des religions et un représentant d'une sensibilité philosophique non Mmh. religieuse. Donc Mmh. on est bien obligé de tenir compte du fait qu'il y a du convictionnel Mmh. non religieux et là, on l'a saisi très vite au GSRL en parlant de fonction symbolique. Maintenant, on va un peu progresser dans le temps et on va arriver à une période charnière à laquelle vous avez participé vous-même, qui est la période 2003-2004 et notamment de la commission Stasi, où vraiment la notion de laïcité, là, prend une ampleur, comment dire? Décisive, en tout cas celle qu'on est en train de connaître aujourd'hui, beaucoup plus réactionnaire, on peut dire. Vous en tout cas, vous me donnerez, votre avis. Comment, vous qui avez donc participé à ce moment-là, point de bascule malgré tout, 2003-2004, vous avez vécu ça et notamment votre participation à la commission Stasi? Oui. Alors, si vous voulez, bon, moi, point de bascule, oui et non. C'est-à-dire que d'un côté et surtout maintenant, effectivement, on peut lire ça comme un point de bascule. À l'époque, c'est pas évident dans la mesure où il y a en même temps donc la loi de 2004, mais aussi, l'opposition à la guerre d'Irak en Mmh. 2003 qui est quand même, quelque chose d'important et qui n'est pas indépendant de notre sujet, même si c'est autre chose, bon et puis, la création de la HALD, la Haute Mmh. Autorité de lutte contre les discriminations et pour Mmh. l'égalité, qui a maintenu jusqu'au départ de Chirac la loi de 2004 dans son objet, c'est-à-dire comme une exception dans une liberté vestimentaire qui restait Mmh. la règle générale et à mon avis, enfin moi je serais plutôt partisan de dire que, bon, a posteriori effectivement c'est une étape,
mais que la véritable bascule, ça a été 2007, le fait que Sarkozy ait vidé la halde et confié le dossier laïcité au Haut Conseil de l'intégration, ce qui signifiait que la laïcité, c'était quelque chose avant tout pour les immigrés, les descendants d'immigrés, Mmh. et que les franco-français de souche, avec tous les guillemets possibles et imaginables, étaient comme Obélix tombés dans la marmite laïcité, dans leur enfance. Bon. Mais effectivement, bon, alors il y a eu donc la commission. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que, il y avait la préparation du centenaire de la loi de 1905 Mmh. et moi en 2002, après la victoire de Jacques Chirac, je suis allé plusieurs fois à l'Élysée, avec un petit groupe où il y avait Régis Debray et quelques autres personnes, pour il s'agissait de préparer le centenaire de la loi de 1905 et on prévoyait des choses assez grandioses, intervention du chef de l'État, des colloques à l'étranger et notamment d'ailleurs, en Iran avec, l'UNESCO, on avait monté un truc, où c'était un réformateur qui était au pouvoir en Iran à cette époque-là, voilà et il faut bien voir que tous ces projets sont tombés à l'eau après la loi de 2004. Ce Mmh. qui montre bien quand même qu'il y a eu un malaise de la part du politique et que c'est pas été aussi Mmh. évident que ça que prendre la loi de 2004 et ils sont bien en plus, moi-même, Jacques Chirac m'a demandé de gérer des rapports entre la France et les pays, arabes et Mmh. notamment Mmh. les pays du Golfe. Bon, pourquoi? Parce que précisément, j'avais pas voté ce qui Oui, est devenu la loi de 2004 c'est ça. et que, alors certains m'ont dit que je me faisais récupérer, heu, moi je pense pas m'être fait récupérer. Je pense qu'il y avait un accord entre, Chirac et moi, en tout cas, Chirac me l'a posé ainsi, c'est-à-dire en démocratie, on a le droit de pas être d'accord Mmh. et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que, on n'a pas après des missions, Mmh. si vous voulez, que l'État Mmh. vous donne. Mmh. Et vis-à-vis de certains pays arabes qui n'étaient pas démocratiques et où, on risquait de finir en prison si on était en désaccord, moi je trouvais effectivement utile de pouvoir montrer concrètement que j'étais un chargé de mission, alors même que je m'étais opposé, enfin que je n'avais pas voté disons, ce qui est devenu la loi de Mmh. 2004 et donc ça voulait dire quelque chose quand même sur le fonctionnement démocratique de la France. Alors ceci dit, pourquoi ce qui s'est passé à la commission Stasi, c'est qu'au départ, la commission Stasi était une commission indépendante sur le principe de laïcité et qu'elle avait à traiter l'ensemble. Alors, si vous voulez, l'idée pour moi et pour d'autres, c'était quand même justement dans la perspective de ce prochain centenaire, de faire le point sur la laïcité 100 ans après la loi de Mmh. 2005. Bon et et la commission, devait traiter cet ensemble de Mmh. problèmes et a essayé de traiter cet ensemble de problèmes. Sauf que, et notamment, par exemple, elle a proposé une diversification des jours fériés, puisqu'il y a actuellement 5 à 6 jours fériés catholiques, de faire un jour férié juif, un jour férié musulman, Mmh. pour symboliquement, bien marquer la pluralité, socio-religieuse de la France d'aujourd'hui. Bon. Mais l'affaire a quand même été réduite uniquement à, sa proposition qui a donné la loi de 2004. Alors, sur cette proposition, bon, moi, mon premier diagnostic, c'est que l'éducation nationale s'est montrée incapable de gérer, l'avis du Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État en 1989 avait dit en gros que le port de vêtements religieux, de signes religieux en soi, n'était pas incompatible avec la laïcité, mais qu'il le devenait quand le comportement de l'élève qui portait ce signe devenait ostentatoire et le Conseil d'État a énuméré les cas de figure où ce comportement devenait ostentatoire. Bon. Pour moi, ça me rappelait un précédent historique, c'est-à-dire que quand il y avait eu la laïcisation de l'école publique,
Ferdinand Buisson avait fait une circulaire pour dire qu'on enlèverait les crucifix au cas par cas en tenant compte du vœu de la population. Et de fait, moi j'ai un étudiant japonais là, monsieur Daté, qui a étudié ça dans le Nord et il s'est aperçu que dans les parties, où le socialisme révolutionnaire était puissant, on a enlevé les crucifix des salles de classe tout de suite. Dans les pays où il y avait des ouvriers flamands qui étaient très catholiques, on a laissé les Mmh. crucifix. Donc la méthode du cas par cas a été une Mmh. méthode laïque, Mmh. disons, et on retrouvait ce cas par cas au niveau du Mmh. Conseil, Mmh. d'État, de la décision du Conseil d'État. Mais pour moi, il y a eu une double incapacité, de l'éducation nationale, une incapacité technique du service juridique de bien, populariser, si vous voulez, la décision du Conseil d'État. Et moi, je le dis d'autant plus que j'ai été le conseiller citoyenneté de Ségolène Royal, ministre de Mmh. l'Éducation scolaire en 1997-98. Mmh. Donc j'ai vu sur le terrain, effectivement, comment les choses se Mmh. passaient mal. Mmh. Bon. Donc le conseil juridique, de l'éducation nationale n'a pas fait son travail. Et puis, alors pourquoi il n'a pas fait son travail? À mon avis, parce qu'il s'est un peu couché devant une majorité de profs de philosophie qui, dès le départ, ne voulaient pas Mmh. appliquer, l'avis du Conseil d'État. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne dit Mmh. pas assez. Mmh. Évidemment, maintenant, ça serait peut-être difficile de faire une enquête pour retrouver les Mmh. choses, mais pour moi, il y a une sorte de boycott. Mmh. Et quand j'ai été du coup conseiller de Ségolène Royal, j'ai vu sur le terrain effectivement, et ça m'a amusé d'ailleurs parce que le prof de philo s'auto-légitimait comme super prof qui donnait la doctrine à Mmh. suivre aux autres profs. Bon, Mmh. et moi ça m'a amusé dans la mesure où je montrais que le prof de philo, il connaissait pas Wittgenstein, il connaissait pas Oui. Husserl, il connaissait pas Cassirer, il Mmh. connaissait pas, Mmh. enfin, Mmh. il avait des références philosophiques qui étaient complètement Mmh. désuètes. Moi, je ne prétends pas être philosophe, mais ça Mmh. tenait pas Mmh. debout Mmh. bon. Mmh. Donc voilà, il y a eu ça Mmh. et il y avait chez moi l'idée qu'il y avait un problème de compétence institutionnelle. Bon. Alors ceci dit, on était après les attentats du 11 Mmh. septembre, on était après le second tour de Jean-Marie Le Pen, Mmh. à la présidentielle Mmh. et je comprenais que, du coup, ça Mmh. impactait évidemment, Mmh. les choses. Bon. Donc moi j'avais fait 2 propositions à la commission Stasi. La première proposition qui était de mettre en loi, l'avis du Conseil d'État, puisqu'il réclamait une loi, bon, Mmh. donc de le solidifier par une loi. Je savais que ça avait peu de chances d'être, admis par la commission et donc j'avais un plan B qui était puisqu'ils voulaient l'interdiction des signes, religieux, de faire une liste des signes religieux parce que je leur disais: «Tout peut devenir signe religieux». Mmh. Mmh. Bon, et dans cette liste, non seulement de mettre les signes religieux qui n'étaient pas permis, mais de mettre que le bandana, était permis. Alors Mmh. pour moi, c'était un compromis, disons, qui permettait aux filles qui le voulaient de mettre quelque chose Mmh. sur leurs Mmh. cheveux, mais qui n'était pas forcément religieux, qui n'était Mmh. pas un signe religieux ostentatoire, parce qu'elle pouvait faire ça aussi pour des raisons d'élégance, elle Mmh. pouvait faire ça. Il pouvait avoir un turban à la Simone de Beauvoir, Mmh. si vous voulez, et Mmh. cetera. Bon. Donc, j'ai été écouté sur le fait de faire la liste des signes religieux interdits. J'ai pas été écouté sur le fait de préciser que le bandana était permis. Mmh. Donc à partir de là, puisque, ma proposition n'était pas prise en compte, je me suis abstenu. Je n'ai pas voté contre, mais je n'ai pas voté pour non plus, je me suis abstenu. Bon. Et la circulaire, à mon avis, a a précipité les choses, si vous voulez, dans une impasse, Mmh. puisque la circulaire, au moins, disons, la liste des interdits était limitative dans la Mmh. commission Stasi. Mais la circulaire a ajouté « ou tout signe qui serait susceptible de Mmh. contourner la loi ».
à partir du moment on en revenait à ce que j'avais montré à la commission Mmh. Stasi qui était ingérable, c'est-à-dire que tout signe pouvait, Bah, ouais. devenir un signe religieux Ouais. puisque, tout signe était susceptible de Mmh. contourner la loi. Mmh. Donc, la liste de signes Mmh. interdits Mmh. n'avait plus que valeur indicative. Mmh. Bon. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, effectivement, moi je pense que, si vous voulez, on abolirait la circulaire, Mmh. on résoudrait en grande Mmh. partie le problème. Mmh. Sauf que la situation actuelle politique, sans doute, Ah oui. ne le permet pas. Mais la circulaire, pour moi, a été un élément, heu, très aggravant par Mmh. rapport à la loi elle-même, puisque, elle, elle créait un engrenage où on ne savait plus ce qui était permis, ce qui était Mmh. interdit Mmh. et où c'était susceptible d'évoluer à tout moment. Bon. Donc moi, je me suis abstenu. Au départ, on était 3 à s'abstenir, mais la commission a fait revoter ceux qui s'étaient abstenus. Alors ça, je trouve d'ailleurs comme fonctionnement démocratique, Ah oui. c'est un peu étrange, bon. Et 2 personnes qui s'étaient abstenues avec moi, ont voté pour. Donc je me suis retrouvé tout seul. Alors, ce qui est amusant, je dirais, c'est que, pour les gens qui, n'étaient pas dans cette position, le fait que je sois tout seul était bien la preuve que j'étais, un Isolé. méchant Ouais. et que j'étais isolé. Mmh. Bon. Et pour moi, comme protestant français, les protestants français étant une minorité qui a eu une histoire tourmentée, le fait d'être seul était tout à fait assumé et finalement, bah, voilà, c'était comme Ouais. ça, je ne Ouais. l'avais pas cherché, mais ça ne me gênait en aucune Mmh. manière de me Mmh. retrouver seul Mmh. parce que, disons, la culture protestante a l'habitude Mmh. d'une, certaine solitude ou d'une certaine Mmh. Mmh. particularité dans la Mmh. Mmh. société française. Mmh. Mmh. Donc là, il y a eu depuis cette époque-là une sorte de malentendu culturel entre les gens qui tout le temps, me disent: «Mais est-ce que vous ne le regrettez pas? Vous avez été tout seul» et Mmh. cetera. Et moi je dis: «Non, je ne le regrette pas pour 2 raisons». D'abord parce qu'il me semble que, l'histoire ensuite m'a donné raison Mmh. et la dérive que je craignais Mmh. s'est bien passée. Et deuxièmement, parce que le fait d'être seul, eh bien des fois il faut Mmh. assumer d'être seul. C'est pas la majorité qui crée la Mmh. vérité au Mmh. niveau que la majorité l'emporte en démocratie, OK, mais d'abord la démocratie, c'est aussi le droit du respect Mmh. des minorités, mais ça ne veut pas dire que la décision majoritaire est une décision véridique Mmh. ou une décision Mmh. pertinente. Mmh. Et l'histoire peut montrer bon, quand la France justement s'est opposée à la guerre en Irak en 2003, elle a pas été Mmh. majoritaire, disons, la Mmh. guerre a eu Mmh. lieu. Il n'empêche que maintenant, à peu près tout le monde reconnaît que ça a été une erreur. Mmh. Bon, donc voilà. Mmh. Alors, une dernière question avant de laisser la parole à Vincent sur le comment malgré tout cette dérive, de 2003-2004, moi je pensais surtout alors avant la commission Stasi, il y a le rapport Barouin que vous connaissez Oui, qui est dans et qui parle de nouvelle laïcité dans lequel il dit explicitement dès le rapport qu'en gros il faut s'accaparer cette nouvelle laïcité, en faire une valeur de de droite, droite oui. et surtout et ça revient avec, notre discussion de tout à l'heure sur sécularisation, laïcisation, il dit bien que le concept de laïcité, doit être en gros réduit à son seul principe de neutralité. Et moi qui ai fait du terrain aussi, c'est-à-dire dans les entreprises notamment, intervenant auprès de salariés et cetera, et j'ai bien vu les effets de cette orientation, de cette interprétation de la laïcité à partir de ce moment-là, où pour plein de gens, effectivement, la laïcité, c'est la neutralité. La Ça la neutralisation, on dit, neutralisation de l'expression la religieuse. neutralisation. Oui, la Pa pa et oui, et effectivement, pas la neutralité, la neutralisation de l'expression religieuse et même dans certaines entreprises, j'ai été effaré d'apprendre que pour beaucoup de gens, même dans les entreprises, il fallait pas qu'il y ait de signes religieux. oui, Voilà. Au nom de la laïcité. oui, oui. Alors effectivement, c'est-à-dire que, heu heu, si vous voulez, je pense que, il y a eu un malaise par rapport à la loi de 2004 et elle n'a pas été franchement expliquée. Mmh. Donc ça a donné lieu à des dérives, à des interprétations logiques. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la neutralité qu'instaure la loi de 1905, c'est une neutralité Mmh. arbitrale. C'est-à-dire que c'est une neutralité, de la
l'État fixe la règle du jeu et enfin, par ses représentants, élus et après fait respecter la règle du jeu. Bon, donc effectivement, il y a cette neutralité, mais cette neutralité, c'est pour que le jeu puisse se dérouler Tout à fait. et donc l'État n'oblige pas les joueurs à être Mmh. neutres. Mmh Ça n'aurait pas de mh. sens, il y aurait plus de jeu. Bon Ouais. et on est passé de cette neutralité arbitrale à une sorte de neutralité ontologique, on C'est pourrait ça. dire, et qui est une neutralisation du Mmh religieux mh. sur la sphère Mmh. publique, Mmh. qui est ce que souhaitaient certains laïcs en 1905, Mmh. mais ils ont été battus. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que la nouvelle laïcité ne part pas de rien, elle part des conceptions de la laïcité qui n'ont pas triomphé en 1905 et si on va plus loin, même la loi de 2021, contre le séparatisme et La cetera, loi dite séparatisme, oui. reprend des propositions du centre droit en 1905 de contrôle administratif de la religion qui avaient été refusées à l'époque. Mais je ne pense pas que Macron en soit conscient. Il y a une continuité finalement entre ce que pensait un centre droit, effectivement Mmh. régalien, voulant que l'État contrôle la religion et cette loi Mmh. séparatiste, mais ça a été refusé en 1905. Donc ça va dans le sens de dire, on ne peut pas parler de laïcité sans adjectif, Mmh. Mmh. c'est dogmatique, disons, de dire Mmh. ça. Il y a diverses Mmh. conceptions de la laïcité. Dans certaines conjonctures, certaines conceptions ne marchent pas, ne triomphent pas et dans d'autres conjonctures, au contraire, elles dominent. Bon et bon, moi, ce qui me, enfin, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a des filiations, mais ce qui est peut-être nouveau, c'est que, ces disputes internes, disons, sur la laïcité étaient des disputes internes à la gauche en 1905. Il y avait plusieurs conceptions Mmh. de la laïcité, mais elles étaient toutes à l'intérieur de la gauche et le grand fait nouveau, c'est que, au XXIe siècle, effectivement, ces conceptions ont dérivé vers la droite et que quand il s'agit de neutralisation de la religion, c'est pas n'importe quelle religion, Ouais. c'est essentiellement Mmh. l'islam, Mmh. parce que le catholicisme n'est pas du tout Mmh. neutralisé Mmh. Mmh. sur le plan de la place publique. Bon. Et que du coup, ça peut être récupéré par la droite et c'est pour ça que pour moi, le symbole le plus marquant, ça a été cette décision de Nicolas Sarkozy de confier la laïcité au Ouais. Conseil à l'intégration. C'est emblématique, Mmh. si vous voulez, de ce changement de cap Mmh. de la laïcité dominante. Mais ça ne veut pas dire alors, si vous voulez, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une conception plus dans la filiation de 1905 qui ne continue pas à s'exercer au niveau de la société globale, mais elle tend à être invisibilisée sur le plan médiatique et politique. Bien, pour, embrayer sur le dernier échange et peut-être en guise de peut-être première, conclusion, on va dire, est-ce que bon, vous avez écrit beaucoup de livres et ils seront peut-être cités d'ailleurs, sous notre entretien sur la laïcité, notamment des «Que sais-je?» d'abord, tout à fait accessible, hein, qui sont la laïcité française, les laïcités dans le monde. En dernier lieu, un livre, qu'on peut montrer peut-être, hein, sur, 1905 et le processus qui y a mené, voilà, un peu de publicité. 1882-1905 ou La laïcité victorieuse aux presses universitaires de France, qui est le dernier livre de Jean Bobéro-Vincent. Et peut-être une question au regard de, j'ai envie de dire, ces presque 40 ans de travail sur la laïcité, les laïcités. Vous êtes un homme qui écrivait des livres aussi, beaucoup de livres. Mmh. Le Pacte laïque en 1990, des livres qui font parler aussi et qui proposent toujours, qui ont une force de proposition. Ça, c'est quelque chose qui est très, très prégnant dans votre travail. J'allais dire tout simplement aujourd'hui, comment vous voyez après la loi de 2021? On vit un peu sous le régime de cette loi en ce moment lorsqu'il s'agit de laïcité. Comment est-ce que vous voyez d'abord
en 2025-2026 maintenant, où en est cette question dans le débat public? Où en est cette question, dans le champ du savoir aussi? Parce qu'il y a beaucoup de diplômes laïcité en France, il y a une espèce d'essaimage aussi de cette Mmh. question, mais dont on a l'impression, moi c'est un sentiment que j'ai aussi, qu'elle est fragile quand il s'agit de l'étudier. Elle n'est pas acquise du tout. Mmh. Et il y a une espèce de hiatus entre l'importance sociale de la question et la fragilité parfois de sa présence comme savoir et comme force d'interrogation. Et j'aimerais bien et on aimerait savoir peut-être aujourd'hui, un, ce que vous en pensez et 2, j'allais pas dire quel sera votre prochain rêve, mais quel sera votre prochain livre? Ou du moins celui que vous désirez? Alors, effectivement, il me semble qu'il y a ce déséquilibre, en tout cas, entre une saturation du champ politico-médiatique où, quand les gens disent, qu'ils sont défenseurs de la laïcité ou qu'ils prônent la laïcité, tout de suite, il y a une vision très rabougrie de la laïcité qui est, en gros, justement, la neutralisation, de l'islam, des sectes, des évangéliques, enfin, de Ouais. minorités religieuses, dans l'espace public. Et puis, ce que permet le savoir sur la laïcité, qui quand même au niveau international s'est développé. Mmh. Bon, il y a le GSRL, mais maintenant il y a aussi dans d'autres pays, justement le sécularisme s'est un peu détaché des théories de la sécularisation dans des pays anglo-saxons et il y a quand même des évolutions, dans ce sens. Bon, il y a par exemple au prochain congrès de l'association des sociologues de langue française, il y a un programme sur la laïcité qui est riche et qui est international. Il y a des études africaines sur la Mmh. laïcité et sur, ce qui va pas, ce qui va bien et cetera. Bon, donc il y a quand même un savoir au niveau international. Tout le problème, c'est d'arriver à faire des ponts entre, ce savoir et puis la culture commune. Oui. Ouais. Mais moi, enfin, ce qui me semble, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens qui, intuitivement, ne sont pas satisfaits par le discours politico-médiatique sur la Mmh. laïcité. Mmh. Alors, c'est anecdotique, mais par exemple, j'ai eu quelqu'un qui est venu faire des travaux dans mon appartement dernièrement et qui, voyant qu'il y avait plein de livres sur la laïcité, m'a dit: «Ah, mais vous êtes spécialiste de la laïcité», a commencé à m'interroger et visiblement, cette personne disait: «Mais vraiment maintenant on nous présente une laïcité qui va contre la liberté de religion». Mmh. 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 Et il était tout content que je lui dise: «Mais non, c'est pas ça». Mmh. Bon, Mmh. donc je pense que en fait et bon le dernier livre de Philippe Portier et Charles Mercier sur les jeunes et la laïcité montre Mmh. qu'effectivement au niveau de la jeunesse, il y a quand même, une perception plus libérale, de la laïcité qu'au niveau de certains adultes. Bon, donc je pense qu'il y a une véritable difficulté donc d'arriver à établir ces ponts. C'est pour ça que moi, j'ai écrit des livres très différents, des livres théoriques, mais des livres de vulgarisation, mais aussi un roman historique et Oui. cetera. J'ai essayé d'explorer Émile les di Combes et la Carmélite, voilà, hein? les différents genres littéraires, pour faire passer la chose et je pense qu'à notre niveau, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, je pense que le chercheur a une double responsabilité. Il a une responsabilité de produire du savoir le plus rigoureux possible, le plus bon, mais il a une responsabilité aussi à ce que ce savoir passe, à ne pas être le Cassandre, si vous voulez. Moi, Mmh. pour moi, la figure qui est à ne pas imiter, c'est Cassandre. Mmh. Le gars qui est la femme dans le cas, qui a trouvé la vérité, mais qui est incapable de la mettre en récit et qui est incapable de la faire passer socialement. Bon, et donc je pense qu'il faut qu'on consacre finalement et le GSRL notamment, consacre peut-être autant d'attention à, s pouvoir mettre en récit et faire passer, dans la culture commune, dans la mémoire collective et cetera, les résultats du savoir, que dans la production du savoir lui-même et c'est cet équilibre
qui est toujours difficile, hein, et encore, une fois qui se fait dans des conditions, qui ne sont pas simples parce qu'on est en régime capitaliste et le régime capitaliste, ça a des contraintes lourdes, Mmh. il faut pas se le cacher. Mais c'est face à ça qu'il faut essayer d'avoir un peu une stratégie de guérilla, où, on arrive non seulement à produire du savoir, mais également à le mettre en récit. Ben, la guérilla continue. La Merci beaucoup Jean, merci. Merci beaucoup, Jean.